pour investir, le déchiffrage. Le déchiffrage du quotidien. En tout cas de l'actualité économique quotidienne, ce que vous avez besoin de retenir de l'actualité pour prendre vos bonnes décisions d'investissement. Mathias Bacchino est avec nous. Bonjour cher Mathias. Bonjour. Directeur des marchés européens pour Trade Republic en duo avec Gustave Sonden. Bonjour cher Gustave. Bonjour Lorraine. Cofondateur de Colbert. On essaye d'être optimiste dans notre vie perso, mais dans notre vie pro et dans notre vie d'investisseur aussi. On va se demander à l'intérieur de ce news flow plutôt positif si on a raison d'être positif en tant qu'investisseur. Mathias, qu'est-ce qu'on se dit en ce lundi matin ? Début avril, je disais qu'il ne fallait pas surréagir aux annonces de tarifs douaniers. De la même manière, il me semble que ces derniers jours, l'ambiance est un petit peu sur-optimiste sur les marchés financiers. Donc je voulais faire ce rappel-là pour éviter une éventuelle déception future. Donc évidemment, les choses sont plutôt bonnes en ce moment. Le S&P 500 gagne 5% la semaine dernière, le Stock 600 en Europe plus de 2,5%. Donc voilà, le DAX est sur des plus hauts, le CAC 40 est presque à 8000. Donc les choses sont plutôt positives. On voit que l'inflation est sous contrôle aux États-Unis, c'était la grande nouvelle de la semaine dernière. On voit que la Fed pourrait baisser ses taux cet été. On voit que la Chine et les États-Unis discutent et suspendent avant d'aboutir éventuellement à un deal. Donc on a eu un news flow positif. Oui, là tout va bien, les voyants sont ouverts. Porter une forme d'optimisme, des deals, des entreprises qui cartonnent, Super Microcomputer plus 30% la semaine dernière, etc., etc. Néanmoins, on est quand même dans une situation où le monde va vers une période avec des droits de douane beaucoup plus élevés qu'avant, même si on aboutit à des deals. Donc, en l'état actuel, l'impact sur l'économie mondiale n'est pas encore clair du tout. Et donc, ces incertitudes, pour moi, sont toujours là. Ce qui m'amène aux 3 si qui sont nécessaires. Parce qu'avec des si, on mettrait Paris dans une bouteille, mais avec des si, on verrait les marchés au plus haut aussi, avant que la réalité ne soit celle-là. Donc, alors c'est quoi vos 3 si ? Alors il y a 3 si pour moi. Le premier, le plus clair, le plus évident, c'est qu'il faut qu'on évite la stagflation aux États-Unis. Donc il faut que l'inflation continue de reculer aux États-Unis, sans pour autant avoir un effondrement de la croissance économique au Q2 et au Q3, sans pour autant avoir une explosion du chômage. Si on réussit à avoir une économie américaine qui tient bon, avec une inflation qui baisse, ça nous amène au deuxième si qui pourra alors se réaliser, à savoir la baisse des taux par la Fed au mois de juillet. C'est quand même un élément indispensable pour donner cet été un second souffle, entre guillemets, au marché financier cette année. Si ça n'arrive pas, on aura évidemment un facteur négatif pour les marchés. Et le troisième si, qui est peut-être à moyen terme, on ne sait pas quand ça va intervenir, c'est évidemment que les droits de douane qui seront in fine en place entre les États-Unis, l'Europe et la Chine, les 3 grandes zones, ne soient pas trop élevés. Si on est sur des droits de douane qui atterrissent à un niveau trop élevé par rapport à l'ancienne norme, alors on aurait des impacts assez clairs sur la croissance économique mondiale. Donc il y a ces 3 si qui doivent se réaliser pour que le scénario actuel des marchés financiers se confirme. Et c'est évidemment sans mentionner les évolutions de l'euro-dollar ou la question des taux aux États-Unis. Mais voilà, un peu, je trouve qu'il y a un peu trop d'optimisme et des incertitudes toujours élevées quand même. L'eurodoll qui a 1,12 ce matin. Si l'inflation continue de baisser, si la Fed baisse ses taux au bon moment et enfin, si les négociations sur les droits de douane continuent à avoir lieu, et si possible pour faire baisser ces droits de douane, est-ce que, Gustave, vous avez un autre si à rajouter ? Non, peut-être pas 3 si, mais un gros mais. C'est en tout cas ce que je retiens de ce premier trimestre, c'est qu'effectivement, les pénalités étaient très fortes, la sanction était très forte des marchés financiers sur le premier trimestre, mais les résultats n'étaient pas si bons que ça. Donc un rebond total, c'est exagéré par rapport aux résultats. On est à peu près à moins 7 par rapport aux estimés, par rapport aux forecasts. Donc on voit bien que les marchés avaient quand même raison de sanctionner. Ils avaient exagéré le mouvement dans un sens. Ils sont peut-être, comme Mathias vient de le dire, en train d'exagérer le mouvement dans l'autre sens, puisque du point de vue de ce qu'on sait pour le coup, c'est-à-dire des résultats par rapport aux prévisions, on a un léger retard aux États-Unis. Donc peut-être qu'on est en train de payer un petit peu cher, effectivement, ce rebond, ce surenthousiasme. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les marchés sont épidermiques, que les capitaux sont toujours prêts à être investis et que donc on est quand même dans des marchés
particulièrement difficile à lire. Justement, si on s'éloigne des marchés financiers, ça nous amène à l'obligataire. Vous voulez nous parler d'un concept, les reverse Yankees, c'est une stratégie obligataire, Gustave, que vous avez la charge de nous présenter. Oui, rien à voir avec le baseball. Donc, c'est une stratégie obligataire qui consiste tout simplement, pour une entreprise américaine, à placer ses titres obligataires, ses émissions obligataires sur les marchés européens. Donc, pendant qu'on boudait les États-Unis en Europe au premier trimestre du point de vue action, on en reparlait aussi la semaine dernière en termes de volume, c'est bien le cas, on le constate. Croyez-moi, l'Europe était acheteuse d'obligations américaines. Et pourquoi est-ce que ces actions, ou plutôt ces obligations américaines, étaient placées chez nous en Europe? Tout simplement parce qu'on a des taux plus bas. Puisqu'on a devancé les États-Unis sur nos politiques de baisse des taux, eh ben, les conditions de financement pour ces entreprises américaines étaient nettement plus accommodantes en Europe. C'est de l'arbitrage de taux au passif. On avait parlé cet été d'arbitrage de taux à l'actif avec le carry trade. Là, cette fois-ci, c'est de l'arbitrage de taux au passif pour les entreprises. Parmi celles qui ont joué les premiers rôles sur ces stratégies, on a Google, 6,5 milliards de dollars placés quand même, et d'autres entreprises qui sont comme T-Mobile, qui a placé à peu près 2,5 de mémoire, qui sont dans des secteurs très différents et qui poursuivent cette stratégie. Donc effectivement, on boude les États-Unis, entre guillemets, puisqu'on continue de les financer sur leurs émissions obligataires. Intéressant. En mots, on retourne sur les marchés plutôt avec vous. Sur l'obligataire, l'enjeu pour les particuliers, ça va être, face à cette baisse des taux, de bien gérer évidemment la poche obligataire de leur épargne et de leurs investissements long terme. Je pense entre autres aux fonds en euros des contrats d'assurance vie. Donc avec ces taux qui baissent, évidemment, il va y avoir des enjeux pour les particuliers de réallouer. Aller chercher de l'obligataire américain en ce moment, pourquoi pas, effectivement, c'est vrai qu'il y a des taux, des rendements très intéressants à aller chercher potentiellement. Voilà, et le 10 ans US ce matin qui est toujours autour des 4,5. Si on parle de faire des stratégies intelligentes, on va se demander si c'est pas le retour du stock picking. Vous avez fait une petite analyse de la semaine passée, Mathias, et vous avez envie qu'on zoome sur quelques valeurs qui nous permettent de surfer une bonne vague. En fait, on a été depuis début avril quand même très très macro. C'est-à-dire qu'on a été tous très concentrés sur l'explosion de la volatilité, la guerre tarifaire. Il y avait de quoi faire. Il y avait vraiment de quoi faire, du côté aussi de l'inflation, des anticipations de politique monétaire aux États-Unis. Donc on a été très très macro. Mais néanmoins, du côté des valeurs, il s'est quand même pas rien passé depuis quelques semaines. Et on a vu, je trouve, des grandes différences se faire. Je pense par exemple au secteur bancaire européen, où on a eu clairement des gagnants et des perdants. On pense à la Société Générale qui avait très bien performé, au Crédit Agricole qui avait un peu déçu. Du côté des valeurs automobiles, on a Stellantis qui fait 10% la semaine dernière, et beaucoup d'autres qui ont été en grande difficulté. Du côté du luxe aussi, on a vu LVMH hésiter, Kering échouer et Richemont cartonner. Du côté des pharma, là aussi, on a vu des vraies différences se faire. On a vu Burberry, par exemple, la semaine dernière, faire un plus 30%. Du côté de la tech, on a parlé des 4 magnifiques, puis des 3 magnifiques. Donc, il se passe quand même beaucoup de choses. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on voit du côté des valeurs? Je pensais entre autres au volume échangé aussi sur Trade Republic. Il y a évidemment plusieurs trades. Il y a le trade Europe, qui est souvent lié au trade défense. Les valeurs de la défense en Europe ont été quand même vraiment plébiscitées par les particuliers depuis 2 mois. On a le trade luxe avec l'arbitrage entre les différents groupes de luxe aussi, qui peut vraiment faire du sens. On a vu toujours l'IA qui continue d'impacter énormément la cote, surtout pour certaines valeurs. On a vu entre autres Supermicro Computer avec son deal avec l'Arabie Saoudite la semaine dernière faire plus 30% toujours. Donc voilà, beaucoup de choses à faire du côté des valeurs. Et puis évidemment, celles et ceux qui anticipent les valeurs tarifs, entre guillemets, celles qui sont le plus susceptibles de souffrir de la guerre tarifaire, entre autres, d'un atterrissage sur des niveaux plus élevés entre les États-Unis et la Chine. Ça va être, à mon avis, le gros trade de stock picking de ces prochaines semaines. Anticiper l'atterrissage tarifaire entre les États-Unis et la Chine. Les valeurs tarifs. Gustave, réaction? Je trouve que c'est intéressant parce que ça contraste un peu ce que vous dites, Mathias, entre effectivement ce discernement, ces différences de performance et les trades que vous observez sur votre plateforme. Et c'est vrai qu'on voit ces flux, je crois qu'à l'échelle de toutes les grosses plateformes, Rheinmetall, Tesla, parmi les plus traités. Et je dirais que c'est plutôt des trades très macro, en contraste avec ce que vous disiez en introduction, c'est-à-dire qu'on voit une divergence de performance dans les entreprises intrasectorielles. Et donc, ce serait intéressant, à mon avis, que les investisseurs particuliers se saisissent peut-être plus des problématiques micro, des critères de valorisation micro, complètement, des ratios de valorisation,
plutôt justement que de jouer en fait les titres les plus volatiles et les plus macro, comme Tesla, qui est typiquement une valeur très tarifaire et politique en plus, ou Rheinmetall, qui est effectivement aussi une valeur, à mon avis, très traitée sur votre plateforme avec votre biais allemand, qui est aussi une valeur un peu peut-être moutonnière dans ce schéma défense qui a été extrêmement tradé. Complètement mon point, c'est-à-dire que pour les particuliers, on a eu un mois d'avril très pédagogique sur le macro, et là peut-être que effectivement le mois de mai, le mois de juin vont être l'occasion pour les analystes, pour les créateurs de contenu, pour les particuliers, de pousser un peu la pédagogie des valeurs. Parce que quand on voit ces différentiels se faire au sein d'un même secteur, il y a là un message pédagogique important du fait que, oui, les thèmes, c'est bien, mais en bourse, il y a aussi l'analyse fondamentale des valeurs individuelles, et c'est peut-être une prochaine étape pédagogique intéressante. Vous nous avez parlé de Richemont, de Burberry, de Super Microcomputer et de Stellantis. Nous sommes obligés de parler de Novo Nordisk ce matin. Pour vous qui avez lu la presse financière ce week-end, vous êtes au courant que le patron de Novo Nordisk s'est fait remercier dans un appel Teams, je crois, de manière assez express vendredi. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur la valeur Novo et qu'est-ce qu'on peut dire en ce lundi matin avec cette éviction digérée? Donc effectivement, c'était un patron un peu historique, 8 ans d'exercice, Lars Jørgensen, qui a été remercié. Pourquoi? Tout simplement parce que le titre a pris le bouillon pour le coup. C'était la première valeur européenne en termes de capitalisation il y a encore peu, 650 milliards d'euros de capitalisation il y a 12 mois à peine. Et là, la valeur a tout simplement été divisée par 2. Donc ce genre de volatilité sur ce niveau de capitalisation, il y a Tesla. Oui, c'est ça, j'allais dire, ça fait penser à Tesla. Mais en dehors de il a plusieurs jobs, Elon Musk. En dehors de Tesla, si vous voulez, c'est pas du tout normal et standard. Et c'est lié au fait que c'était une valeur qui était aussi explosive en termes de croissance. C'est très rare quand ces grosses structures ont une croissance explosive. C'était évidemment le cas des Magnificent Seven, mais c'était le cas de cette entreprise européenne, pour le coup, l'année dernière et les années qui précédaient, avec son médicament contre l'obésité, Ozempic, qui était leader aux États-Unis et qui, en fait, est aujourd'hui extrêmement concurrencé. Et c'est là une grande partie de l'explication. Il y a beaucoup de copies aujourd'hui qui sont éditées ou de formats un peu plus low cost de ce traitement contre le surpoids, qui était vraiment leur blockbuster, qui a tiré cette croissance explosive. Et donc, c'est de là que vient la sanction. Maintenant, on se rend compte que c'est de plus en plus difficile pour les laboratoires pharmaceutiques de bâtir des barrières défensive. Donc, il va falloir suivre, parce qu'effectivement, la marque était très forte pour le coup. Ozempic, tout le monde connaît cette marque. Et on voit que finalement, l'usage commence à prédominer et les consommateurs ne se laissent pas piéger. Et c'est assez préjudiciable pour cette grosse valeur européenne. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que c'est des évictions comme ça, à ce niveau de management sur des entreprises de cette taille-là, sur des corporations de cette taille-là? Est-ce que c'est une américanisation de nos marchés boursiers? Oui, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la réactivité des conseils d'administration dans des périodes agitées. Est-ce que c'est une exigence nordique par rapport à ce qu'on pourrait observer en Europe plus occidentale ou peut-être plus latine? Il y a une forme de transparence effectivement nordique et d'exigence qui est un petit peu différente, bien sûr, qui est moins drivée par la communication et sans doute davantage par les résultats. Maintenant, c'est vrai que ce qui s'est passé pour Novo Nordisk était quand même en partie anticipable et que des annonces auraient pu être faites pour tenter de contrecarrer ce mouvement. Il y a sans doute eu un déficit là d'innovation continue pour maintenir justement l'avantage concurrentiel. C'est quand même des enjeux d'innovation. On le voit, il y a des exemples monstrueux et très, très bien connus chez Nokia, par exemple, mais pour BlackBerry, pour ne citer que. Et dans le secteur pharmaceutique, évidemment, une croissance qui reposait sur une offre de médicaments si peu diversifiée était forcément à risque et aurait dû sans doute déclencher des communications autour de l'innovation de la part du laboratoire. Communication, Novo Nordisk. Ceci dit, pour les investisseurs long terme sur Novo, ça reste quand même plus 126% de croissance. Bien sûr, après, c'est un apprentissage en termes d'investisseurs individuels sur des lignes actions uniques que, effectivement, après les périodes de forte hausse, il y a quasiment systématiquement des respirations. Ça s'appelle d'ailleurs prendre ses gains, et c'est pas pour rien, ça fait partie des bonnes pratiques à adopter pour les investisseurs en single stock. On repart aux États-Unis. Gustave, vous allez nous toucher un mot d'une IPO qui vous trouvait à redonner un peu des couleurs à la bourse américaine, ou en tout cas à l'appétit, à la dalle des investisseurs. Déjà, c'est rare une IPO, donc on est content d'en parler. Donc c'est eToro, que Mathias connaît bien, je pense, qui est une plateforme de trading
pour les particuliers, qui était introduite en bourse et qui a été très bien accueillie, puisqu'elle a été 20 fois sursouscrite par rapport à ce qu'ils estimaient. On regarde toujours aussi les volumes et le prix, donc 20 fois sursouscrit. On voit effectivement de l'appétit des investisseurs pour ce type de titre. C'est peut-être aussi lié justement au fait que ce soit une marque grand public. Ça peut être contribuer à cette appétence. Mais donc, effectivement, on voit de l'appétit des investisseurs. Et du coup, ça se retranscrit dans le prix, évidemment. Plus 29% sur la première journée de trading. Donc, c'est plutôt une très, très bonne nouvelle pour ceux qui y ont participé et surtout ceux qui ont vendu des actions à cette occasion. Donc, je trouve ça plutôt un signal positif. Un signal positif qu'on peut étendre, pour le coup, dans notre analyse au marché américain, qui retrouve aussi des couleurs au global. Je crois qu'on est à peu près à plus 20% en IPO, et à peu près, ce qui représente 18 milliards de dollars sur le premier trimestre. Donc ça, c'est une vraie avancée qui contraste malheureusement avec nous autres Européens, puisque nous sommes à moins 50% sur un chiffre qui était déjà pas fameux, c'est-à-dire grosso modo, il n'y en a pas. D'ailleurs, on en parle très peu d'IPO sur le marché européen. Donc là encore, on peut se féliciter de cette avancée. On peut espérer partir dans le sillage américain. Mais du point de vue européen, aujourd'hui, on voit qu'on est toujours à la traîne et il y a cette problématique d'attractivité relative. Est-ce que ça vaut le coup d'aller coter, en fait, sur le marché de Berlin, de Francfort, de Londres, ou est-ce qu'il faut absolument aller au Nasdaq pour avoir le meilleur accueil possible et la meilleure valorisation possible? Mathias, je vous fais réagir sur votre concurrent ou pas? Peut-être sur le fait que ça dit beaucoup de choses, du besoin énorme de faire avancer enfin concrètement l'union des marchés de capitaux en Europe. On parle aujourd'hui maintenant de l'union de l'épargne et de l'investissement. C'est un projet qui est en partie porté par la nouvelle commissaire européenne aux finances qui essaye de faire avancer le dossier. Mais malheureusement, force est de constater que c'est un peu au point mort. Donc oui, il y a effectivement un besoin énorme en Europe, on le sait tous, de faire avancer ces questions d'uniformisation des marchés de capitaux, de l'épargne et de l'investissement en Europe. Et pour l'instant, beaucoup de choses restent à faire. Donc on peut le voir de manière positive en se disant que c'est un beau chantier face à nous. On parlait de communication plus ou moins réussie. Coinbase a beaucoup fait parler la semaine dernière pour plein d'actus, positives et négatives. On attend son IPO sur le S&P aujourd'hui. On est 19, oui. Ça nous amène au sujet des cryptos, sur lequel je voudrais qu'on conclue notre talk du lundi matin. Il y a eu beaucoup de communication autour de l'univers crypto français la semaine dernière, évidemment, avec les menaces physiques autour de l'entourage d'acteurs de l'univers crypto. Gustave, un petit mot là-dessus. Effectivement, on a été tous surpris de voir dans les gros titres des journaux nationaux une agression d'une personnalité. C'est la deuxième en moins de 6 mois associée à l'univers crypto. Donc on voit que, pour le coup, l'adage « vivons heureux, vivons cachés », ça pique particulièrement bien à cet univers. Et on voit aussi que cet univers est la proie de beaucoup de malfaiteurs. C'est un peu le nouveau cash quand même, la crypto. C'est un peu le seul truc avec lequel on peut disparaître dans la nature. Alors c'est perçu comme tel, mais c'est pas du tout le cas. C'est ça qui est assez incroyable. Ça a des caractéristiques différentes, mais aujourd'hui c'est plus simple de partir sur un hors-bord avec une clé, avec des tokens, que de partir avec 20 millions de dollars en liquide. Donc les malfrats aiment bien. Je me vois pas trop sur un Riva avec mon wallet Ledger, moi. C'est surtout beaucoup moins discret et efficace qu'une wallet. J'ai ni Riva ni wallet Ledger. Non, mais en tout cas, c'est clairement l'un des outils les plus utilisés effectivement par l'économie souterraine, disons. Et on le voit aussi dans des schémas d'agression très classiques. En plus, il s'agissait d'une femme dans la rue, pas trop minée, quoi. Je veux dire, à l'heure où on va au travail. Et des stratégies plus classiques qu'on retrouve plutôt dans l'univers bancaire classique qui a touché Coinbase la semaine dernière, c'est-à-dire que du personnel infiltré en fait fait fuiter des données personnelles de consommateurs ou d'utilisateurs de Coinbase pour s'en servir de menaces. Effectivement, ça s'est ressenti dans le titre, puisque Coinbase est une entreprise cotée en bourse, donc moins 7% au moment où ces fuites de données justement ont été médiatisées. Donc on voit qu'effectivement la crypto est quand même dans le viseur d'une partie d'agresseurs très différents, que ce soit de menaces physiques dans la rue, de séquestration en Sologne, ou alors même de recel de données à l'échelle internationale. Donc on voit effectivement que cet univers aujourd'hui est une proie clairement identifiée et qu'il faut être particulièrement vigilant sur la médiatisation de ces actifs-là. Mathias, le mot de la fin. Alors déjà, moi, j'ai pas de crypto, donc c'est pas la peine de venir essayer de me chercher moi ou mes proches. C'est vrai que vous êtes médiatique. J'en profite pour le rappeler. C'est aussi la fin de l'adolescence de cette industrie, je trouve.
Et on voit des acteurs capables de se rassembler dans une industrie et d'être reçus au ministère de l'Intérieur. On voit des entreprises qui intègrent le S&P 500. On voit Mika aussi qui est rentré en application en Europe, et de plus en plus d'entreprises qui ont la licence européenne Mika. Trade Republic était d'ailleurs la première banque en Europe à obtenir cette licence pan-européenne pour les cryptos. Donc il y a beaucoup de signes qui montrent que cette industrie est petit à petit en train d'entrer dans l'âge adulte. La prochaine étape pour moi, qui va beaucoup faire parler à mon avis de cette industrie-là, c'est la tokenisation des actifs financiers traditionnels, portés par des acteurs en France comme Spyco par exemple, et beaucoup d'autres. Ça va être à mon avis l'hybridation progressive de l'écosystème crypto avec l'écosystème financier. Ça va être passionnant à vivre du point de vue industriel aussi de l'intérieur. La fin de l'adolescence de l'univers crypto, le début de l'âge adulte qu'on chroniquera, j'espère, dans les prochains mois dans cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Vous venez d'entendre Mathias Bachinot de Trade Republic et Gustave Sonden de